Aujourd'hui, on va parler d'un sujet devenu absolument incontournable, les critères ESG, environnemental, social et de gouvernance. Longtemps, on a vu ça comme une question d'éthique un peu à part. Mais la donne a complètement changé. C'est devenu le nerf de la guerre, un impératif stratégique pour la valeur de n'importe quel patrimoine, qu'il soit financier ou immobilier. Et attention, ce n'est pas juste une mode. Ce changement de fond, il est poussé par de nouvelles lois, par des investisseurs qui sont de plus en plus exigeants, et puis par une conscience beaucoup plus aiguë des risques sur le long terme. On est en train de réinventer la façon même d'évaluer la valeur d'un actif. Alors, voilà notre programme. D'abord, on va voir pourquoi le l'ESG est un impératif stratégique. Ensuite, on décortiquera les nouvelles règles du jeu. Puis, on verra l'impact très concret sur les actifs. On parlera aussi des risques et des opportunités, sans oublier le fameux greenwashing, et on finira avec un plan d'action pour être proactif. Allez, on attaque tout de suite. Cette première partie, c'est pour bien poser les bases, pour comprendre les concepts clés qui sont au cœur de cette révolution ESG. Concrètement, les critères ESG, c'est une sorte de grille de lecture standardisée. Le E pour environnemental, ça regarde l'impact sur le climat, la gestion des ressources. Le S pour social, ça concerne les conditions de travail, le lien avec la communauté. Et le G pour gouvernance, eh bien ça s'intéresse à la transparence de l'entreprise, à sa structure. Et au cœur de tout ça, il y a un concept qui change absolument tout, la double matérialité. C'est un vrai changement de logiciel. Fini l'analyse à sens unique. Maintenant, on doit regarder les choses dans les deux sens. Et voilà ce que ça donne. D'un côté, il y a la matérialité financière. On se demande comment l'extérieur, le climat, les lois impactent la performance d'un actif. De l'autre côté, il y a la matérialité d'impact. Cette fois, on se demande comment l'actif lui-même impacte le monde, les émissions de carbone, la société. C'est cette vision à 360 degrés qui est devenue la norme pour juger de la viabilité réelle d'un projet. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais comment ça se traduit concrètement? Eh bien, ces concepts sont maintenant inscrits noir sur blanc dans un cadre réglementaire européen qui est à la fois ambitieux et assez complexe. Il faut voir ça comme une chaîne de montage de l'information ESG. À la base, la directive CSRD force les entreprises à produire la donnée brute de manière standardisée. Ensuite, la taxonomie, c'est un peu le dictionnaire officiel qui vient dire ce qui est vert et ce qui ne l'est pas. Et enfin, le règlement SFDR s'assure que toute cette info est communiquée de façon claire et transparente à l'investisseur. Alors maintenant qu'on a vu les règles, la question c'est quel est l'impact réel de tout ça sur la valeur des actifs? On va commencer par un secteur que tout le monde connaît bien, l'immobile. En France, la loi climat et résilience a rendu les choses très concrètes. On a maintenant un calendrier précis qui interdit progressivement la location des logements les plus énergivores, les fameuses passoires thermiques. Ce n'est plus de la prospective, c'est la loi. Et la conséquence, c'est que ces biens deviennent ce qu'on appelle des actifs échoués. C'est un terme un peu technique, mais l'idée est simple. Ils risquent de perdre une grosse partie de leur valeur, voire de ne plus en avoir du tout, simplement à cause de la réglementation. C'est un risque financier direct et totalement prévisible. Et tenez-vous bien, ce chiffre est éloquent. On parle d'un écart de prix potentiel qui peut monter jusqu'à 39% entre une maison bien classée et une passoire thermique. C'est ce qu'on appelle la décote brune. Clairement, le marché a déjà commencé à intégrer et à sanctionner cette inefficacité énergétique. Ce graphique est sans appel, on voit bien la divergence. Si on prend un logement moyen, classé D comme référence, les biens les plus performants, A ou B, se vendent avec une prime verte allant jusqu'à 18%. À l'inverse, les plus mauvais élèves, F ou G, subissent une pénalité, une décote qui peut atteindre 19%. C'est énorme. Passons maintenant aux actifs financiers. Comment ça se traduit? Eh bien, les investisseurs disposent de toute une palette de stratégies. La plus basique, c'est l'exclusion. On décide de ne pas investir dans certains secteurs. Il y a aussi le best in class, où l'on choisit les meilleurs élèves de chaque secteur. L'approche thématique, elle, mise sur des solutions précises, comme les énergies renouvelables. L'engagement, c'est quand on utilise son poids d'actionnaire pour faire bouger les choses. Et enfin, l'impact investing cherche un double retour, financier et social ou environnemental. Évidemment, ce nouveau monde ESG n'est pas tout rose. C'est un terrain complexe. Il faut savoir naviguer entre les vraies opportunités de créer de la valeur et les pièges à éviter, à commencer par le greenwashing. Le greenwashing ou l'éco-blanchiment, c'est vraiment le risque numéro 1. Un exemple frappant. Une enquête a révélé que de nombreux fonds, pourtant étiquetés durables, détenaient en fait des participations massives dans des géants des énergies fossiles. Ça prouve bien une chose, il ne faut jamais se fier aux étiquettes. L'analyse en profondeur est indispensable pour ne pas se faire avoir. En fait, l'ESG, c'est une médaille à deux faces. D'un côté, il y a les risques, les actifs échoués, les amendes, les problèmes de réputation, mais de l'autre, il y a d'énormes opportunités. Attirer plus facilement des capitaux, améliorer son efficacité, obtenir de meilleures conditions de financement et surtout, construire un portefeuille beaucoup plus résilient.
Alors, est-ce qu'une bonne gestion ESG rime avec meilleure performance financière? Une vaste analyse de milliers d'études montre que dans 63% des cas, la corrélation est positive. Ça ne garantit pas de surperformer le marché à tous les coups, mais c'est un signal très fort qui indique souvent une meilleure qualité de management et surtout une meilleure protection contre les chocs et les risques extrêmes. Bon, après toute cette analyse, passons à l'action. Comment traduire tout ça en un plan concret et efficace, que ce soit pour un portefeuille immobilier ou pour des placements financiers? Pour le patrimoine immobilier, la méthode est assez claire, en 3 étapes. 1. Auditer. Il faut faire une cartographie précise de la performance énergétique de chaque bien. 2. Planifier. Élaborer un plan de travaux sur plusieurs années avec un budget. 3. Viser la valeur de résilience. L'objectif n'est pas juste d'être en conformité, mais d'anticiper les risques de demain. Pour les investissements financiers, la logique est finalement très proche. D'abord, la diligence. Aller voir au-delà du marketing et des belles étiquettes. Ensuite, l'analyse. Il faut décortiquer la composition réelle des fonds pour vérifier qu'elle correspond bien à ses valeurs et ses objectifs. Et enfin, l'engagement. Adopter une vision de long terme, où la résilience prime sur la recherche de gains rapides. Au bout du compte, la seule question qui vaille est la suivante. Un portefeuille aujourd'hui, est-il construit pour être résilient ou est-il, sans le savoir, programmé pour devenir obsolète? Le message, je pense, est clair. Le temps de l'attentisme est révolu. Agir de manière proactive n'est plus un choix, c'est une nécessité absolue.